People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais reculé. Parle en français, parle en cassant tes distances. Donne-moi la tête du reste quand on passe à table. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, le grand, l'unique, le génial Sébastien Abdelhamid, a.k.a. l'emmerdeur, a.k.a. one of the greatest of all time. Bref, Anthony l'a interviewé pour un entretien qui a duré une trentaine de minutes où ils ont parlé un peu de tout, extrêmement plaisant. Si vous étiez déjà fan de Sébastien, vous allez encore plus l'aimer après cet entretien. Bref, enjoy, place à l'interview. Bon, bah écoute, déjà avant toute chose, merci beaucoup de nous accorder cet entretien pour le site La Sueur. Bah écoute, avec plaisir. Alors moi je te suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment déjà. Et en fait on a l'impression de connaître un peu les gens et finalement sans vraiment les connaître. Moi tu vois je savais même pas que t'étais de Seine-Maritime déjà, donc t'es normand. Tout à fait. Bon bah moi aussi donc ça tombe bien. Ah ouais, t'es d'où? Alors bon moi je suis un peu de l'autre côté, je suis né à Deauville moi, je suis de Deauville moi, donc c'est pas le même coin mais... Bon, je connais. Mais c'est vrai que quand même un petit peu. Ouais. C'est pas si loin que ça. Non. Et donc oui, t'as un univers en fait hyper varié. T'as commencé dans le journalisme jeux vidéo, si je me trompe pas. Ensuite, t'as côtoyé un peu le collectif Courtrajmé. Après, t'as été vers Canal. Enfin, disons que t'as un parcours quand même générationnel, je dirais. Et comment t'as réussi un petit peu à t'imposer un peu dans ce milieu, parce que je sais que c'est pas facile. Tu représentes un peu, cette nouvelle génération qui arrive. Comment t'as réussi un petit peu à t'imposer dans ce monde-là? Bah en fait, alors déjà je sais pas si je me suis imposé, mais en tout cas j'ai réussi à vivre de mes passions, à vivre de ce que j'aime. Et une chose importante, c'est aussi à partager, à transmettre toutes les passions que j'ai et pouvoir en parler. Et ça, c'est super important. Donc là, pour ça, pour moi, c'est une première réussite, en tout cas personnelle. Mmh. Après, en fait, je me dis simplement que toute notre génération, tous les trentenaires, 35 ans, même un petit peu plus et un petit peu moins également, on a grandi avec tellement de choses importantes en termes en fait, dans le divertissement. On a eu le jeu vidéo qui a vraiment explosé à ce moment-là. On a eu aussi le basket qui a connu son apogée. En tout cas, en Europe, on a eu l'accès au basket, notamment avec la Dream Team et tout ce qui s'ensuit. On a vraiment connu toute une période dorée sur plein de choses. Et je pense qu'à un moment donné, il faut parler de ces choses-là et pas rester figé sur ces choses-là, mais que ça serve de point de départ. Et moi, c'est un petit peu la position que j'ai, c'est-à-dire que j'ai tellement apprécié cette période-là, tellement aimé tout ce qui s'est passé à ce moment-là, que j'ai voulu continuer et m'en servir comme point de départ pour pouvoir partager tout le reste. Donc en fait, on était dans un moment où la télévision et la presse, etc., c'était quelque chose d'assez vieillissant. Ça l'est encore. On a des gens qui sont parfois déconnectés avec la réalité, avec parfois certaines problématiques ou même certains aspects de la société aujourd'hui. Et c'est assez compliqué de faire comprendre à certaines personnes que voilà, à un moment donné, que ce soit à la télé ou dans les journaux, dans les médias en général, on a besoin aussi de gens qui nous ressemblent. Complètement. Moi, je pense être quelqu'un comme on peut croiser dans la rue, je suis quelqu'un de normal dans le sens où j'ai un parcours qui peut ressembler à celui de beaucoup de gens. J'étais très pauvre dans ma jeunesse, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, j'ai joué au basket, au foot, la télévision, ça a été un parent à part entière. J'ai grandi avec les mangas, j'ai grandi avec les animés, avec les séries télé. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui nous paraissent peut-être banales, mais en fait, ça fait partie, c'est pas de la sous-culture, ça fait partie de notre culture à proprement parler. Et puis aujourd'hui, je suis pas le seul, heureusement, on est pas mal aujourd'hui dans les médias à pouvoir parler de tout ça. Et voilà. Après, s'imposer, c'est pas facile. Encore une fois, je sais pas si j'y suis parvenu. Et c'est même pas ce que je cherche à faire. Moi, ce que je cherche à faire, c'est vraiment pouvoir exercer mon métier de la meilleure des manières et partager. Exactement, c'est un mot vraiment qui revient souvent dans ma bouche, mais c'est
super important parce que c'est beau de partager sa passion et d'en parler et d'essayer de faire découvrir parfois et voilà, c'est plutôt cool et les gens me le rendent super bien. Donc après le monde des médias, c'est un monde auquel je fréquente très très peu de gens issus de cet univers. J'ai des amis depuis 20 ans, il s'avère qu'ils sont dans ce domaine-là, etc. Mais j'ai un cercle d'amis très très fermé entre guillemets. Ouais. Ça veut pas dire que je suis pas ouvert, mais on va dire que c'est pas mon monde de base. Donc c'est pour ça que j'ai énormément de recul avec tout ça. C'est ce que je remarque un peu, enfin du moins ce que tu publies, etc. Finalement, il y a une forme d'indépendance. En fait, tu arrives à porter des projets qui te tiennent à cœur, comme l'emmerdeur, par exemple. C'est ça qui est extraordinaire. Tu arrives à faire ce qui te plaît, en fait, et ça se sent dans tes projets, en tout cas. Bah, c'est super cool parce que si on ressent que j'aime ce que je fais, c'est super important. Et tu parlais de liberté, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que ce soit cette année, l'année dernière ou même il y a 3 ans, je me suis permis de refuser des choses en télé parce que ça me faisait pas kiffer tout simplement. Ouais. Et grâce à Dieu, j'ai suffisamment de choses à côté dans mon travail aujourd'hui pour pouvoir en vivre et pouvoir choisir ce qui me fait envie ou pas. L'emmerdeur, c'était quelque chose que j'avais kiffé faire dans On n'est plus des pigeons. Je l'ai fait pendant 3 ans. À un moment donné, je me suis dit bon, j'ai peut-être fait un peu le tour, j'ai eu besoin de faire un break. Ouais. Donc j'avais arrêté l'émission s'est arrêtée et les gens m'en parlaient tellement, je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'il faudrait que je reprenne. Et c'est les gens qui m'ont donné envie de reprendre. Très sincèrement, on m'en parlait tellement, les gens étaient tellement déçus que ce soit arrêté. Ah bah oui, complètement. Je suis content de voir l'accueil qui se fait autour de la reprise de l'emmerde. Sur Canal, tu interviens de temps en temps. Enfin, j'ai pu voir, quelques spots où tu interviens sur l'e-sport, il me semble, non ? Alors non, j'étais invité dans une émission e-sport sur Canal, mais sur Canal, tous les lundis, je suis dans le petit débrief qui parle de foot. Et j'interviens là-bas parce que pareil, j'ai une liberté totale. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire que tel match c'était nul, que tel joueur c'était nul, ou au contraire que c'était super, peu importe la chaîne, que tel article c'était nul, ou que c'était super, et ben je peux le faire. C'est-à-dire que j'ai aucune contrainte. J'ai pas envie je suis pas là pour me fâcher avec qui que ce soit, mais je suis pas là non plus pour cirer des pompes, quoi. Quand je vois des choses un peu voilà, exactement. Quand c'est bien, je suis le premier à dire quand je vois quelque chose qui me fait kiffer, et j'essaye à 99% du temps de partager des choses positives, c'est-à-dire des choses qui me font kiffer plutôt que de pousser des coups de gueule. Mais parfois, il y a des choses qui font que dans la vie, t'es pas toujours content, et il y a des choses tellement aberrantes qu'il faut le dire. Ouais. Et donc, j'ai pas envie de me priver. Voilà. Bah écoute, t'as bien raison. Et là, je parle un domaine qui, je pense, te tient à cœur, tout ce qui est associatif, caritatif. J'ai pu voir que ça date de pas si longtemps que ça, finalement. T'avais été à la frontière, voir pour tout ce qui était migrants, etc., conditions de vie. Je pense que ça te tient à cœur. Tu partages énormément de choses aussi sur les gens qui ont besoin. T'as un projet comme ça de créer une association, ou c'est quelque chose que t'aimerais peut-être plus formaliser? Bah écoute, ça... Très très modestement, hein. Je partage dès que je peux, j'essaye de faire vraiment le plus que je peux faire à mon échelle. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que pour moi, on a tous des moments difficiles dans la vie. Et l'égalité, c'est un bien beau projet, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. On part pas tous égaux dans la vie. Donc voilà, aider les gens qui sont plus démunis, les gens qui en ont besoin à un moment donné, les gens qui sont parfois délaissés, c'est super important. J'essaye d'être le plus possible à l'écoute des autres parce que je veux dire, avant toute chose, on est humain. Si on s'entraide pas entre nous, qui va le faire? C'est-à-dire que si on tend pas la main, qui va le faire? Ouais, et si modestement, encore une fois, avec des gros guillemets, ma petite notoriété parfois peut permettre de faire connaître des causes ou de partager des gens quand ils ont besoin d'argent, etc. Et ben je le fais avec grand plaisir parce que pour moi c'est en fait normal. Ouais, ça se sent. Après pour l'associatif, c'est quelque chose d'important pour moi. Maintenant franchement je me vois pas monter une association parce que je ne sais pas faire. Très honnêtement, je ne sais pas faire. Par contre, je travaille avec beaucoup d'associations et peu importe la cause, tant qu'elle est belle, je suis partant. Ouais, tu t'impliques. Ouais, on sent que tu t'impliques. On sent que c'est sincère, vraiment. C'est le cas, franchement. Et j'ai toujours cette crainte de. Moi, c'est pas moi que je veux mettre en avant. C'est parce que ça, c'est rien. C'est-à-dire que vraiment, ce que je fais, c'est comme je le dis, pour moi, c'est normal.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, loin de là. C'est normal. Et ce que je voulais dire, c'est que la monétisation de l'emmerdeur, l'argent récolté par les vues, et tout l'argent sera soit donné à des associations, soit avec l'argent, on va acheter là par exemple, comme c'est l'hiver, j'ai sondé un petit peu les gens sur internet, avec l'argent récolté sur les 2 premières vidéos, Acheter je vais acheter des couvertures, ce genre de choses. Des duvets, etc. pour les gens dans la rue, et je vais inviter les gens à me rejoindre pour aller les distribuer. Comme ça, au moins ça permettra aussi aux gens d'avoir un contact, etc. Donc c'est important. Moi, je suis franchement, je suis un grand candidat dans l'âme, et je me dis que le monde il ira mieux si on s'aide entre nous. Je suis sûr que ça ira mieux. Donc, voilà. Écoute, en tout cas, c'est un beau projet. En tout cas, comme je disais, ça se sent que sur les réseaux sociaux, en tout cas, il y a de la sincérité, et puis ça fait du bien de voir des choses comme ça, et puis les mauvaises langues qui peuvent dire que c'est de la mise en avant de soi-même. Écoute, je pense qu'ils n'ont pas vraiment compris le projet, et tant pis pour eux, mais bon, voilà. Non, c'est sûr. Après, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit ça, heureusement. Dieu merci. Parce que ça, franchement, ça me fait un peu mal, mais voilà, je préfère le préciser. Oui, t'as raison. En premier lieu. Et bon, sujet un petit peu plus léger, Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo, t'en penses quoi? Écoute, j'ai suivi ça un petit peu de loin. Après, franchement, moi, j'aime pas Cristiano Ronaldo. Maintenant, c'est un monstre. C'est-à-dire que c'est un monstre. Il y a des joueurs comme ça où tu peux que t'incliner sur leur capacité physique. Le mec, il travaille tellement, il se tue vraiment. C'est mérité. On peut pas. Qui peut dire aujourd'hui que le Ballon d'Or de Cristiano, il n'est pas mérité? Que tu l'aimes ou pas, c'est mérité. C'est-à-dire qu'il y a des sportifs comme ça, même si leur personnalité peut te déranger, sur le point de vue sportif, ils sont. Tu peux rien dire. Ça fait l'unanimité. C'est pas possible de dire autre chose, parce que il est tellement fort. Il gagne la Liga, la Ligue des Champions, et franchement. En plus, en finale contre la Juve, mon équipe que j'aime tant, ça m'a fait mal, mais il a été monstrueux. Donc non, c'est mérité. Après, par contre, Buffon 4e, je suis pas d'accord. Hein. Franchement, ça me fout un peu les boules. Mais bon. Mais tu trouves pas que justement c'est un peu pipé des moments déjà joués d'avant? Je veux dire, il y a entre Ronaldo, Messi, oui. ils tiennent le haut du panier. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de visibilité pour d'autres, même s'ils ont un grand talent. Ça, c'est indéniable. Tu peux pas leur enlever ça. Mais du coup, il y a plus de surprise, quoi. Mais pour moi, le Ballon d'Or, ça a beaucoup baissé dans le comment dire, dans le prestige que ça avait pu avoir il y a encore quelques années. On va dire depuis Ronaldo, Messi, c'est vrai qu'ils sont surhumains, quoi. C'est des monstres. Donc oui, ils dominent le Ballon d'Or et à juste titre. Mais je sais pas, il y a un truc il y a comme une étincelle qui s'est éteinte. Avant, le Ballon d'Or, c'était waouh. Ouais, c'était un Maintenant, peu. là, comme c'est un peu couru d'avance. On continue un peu dans le football. J'avais lu une interview comme quoi tu avais le numéro de Trezeguet sans jamais oser l'appeler. Tu l'as appelé ou pas? Alors, je l'ai jamais appelé, non, parce que je saurais même pas quoi lui dire, mais je l'ai rencontré. Donc, je l'ai rencontré. Donc, je lui ai fait signer mon maillot. J'ai fait quelques photos avec lui. On a parlé un petit peu et tout. Donc, c'était très très cool, et j'étais super content. Ouais, j'ai rencontré, il y avait Christian Carambeu avec lui. Bon, j'ai pas fait signer le maillot de Christian Carambeu, mais j'ai trouvé Christian Carambeu très très gentil également, et vraiment très très cool. Mais c'était un très très bon moment avec Trezeguet, puisque moi je l'adorais. Président des légendes à la Juve, donc. Oui, tu vois, ça je le savais pas, tu vois. Et tiens, en parlant équipe de France, Benzema ou pas Benzema pour toi dans l'équipe de France? Benzema, oui, Benzema, les yeux fermés. Benzema, bien sûr, je le prends sans, enfin, il y a même la question ne se pose même pas pour moi, parce que ça me saoule même de devoir dire oui, le sportif ou pas le sportif. Finalement, sur le plan extra sportif, il a été blanchi de tout ce dont on l'accusait. Ouais. Donc en fait, il a été un peu puni à tort. Après, il est peut-être enfin, je sais pas. Moi, on voit l'attaquant que c'est, on voit ce qu'il fait avec le Real, et franchement, c'est énorme ce qu'il fait. On peut pas le laisser sur la touche comme ça. Puis je sais pas, ça me renvoie à quelque chose de pas très cool. Donc non, franchement, Benzema, les yeux fermés. Pour les gens qui te suivent, et t'en parlais d'ailleurs tout à l'heure, la Juventus de Turin, c'est ton club de cœur que tu suis depuis longtemps. Qu'est-ce que tu penses de leur performance là récemment, depuis le début de la saison?
sincèrement, faut être honnête, faut être objectif. C'est dur. On a gagné 6 titres de suite, 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. C'était inespéré. Cette saison, c'est moins bien. Faut dire ce qui est. C'est moins bien. On sent dans le jeu qu'il y a c'est pas aussi fluide qu'avant. On a des petits problèmes. Bon, après, on est bien positionné en championnat, heureusement, mais on a eu des couacs, on a eu des victoires, des défaites, qui auraient pu être plus lourdes, même des défaites assez lourdes. On a eu une défaite en Champions League contre le Barça qui est honteuse. Non, c'est moins bien. Maintenant, reste à voir le reste de la saison, mais moi je me doutais que, et je suis pas le seul, je suis pas devin, mais on se doutait, on était nombreux à se dire que voilà, après tous ces titres, après cette finale qui a laissé des traces dans les têtes, c'est compliqué de renchaîner avec une saison aussi belle que les précédentes. Donc on va voir, mais j'attends rien en particulier, donc peut-être que j'aurai de belles surprises. Peut-être de belles surprises, tout à fait. On continue, une dernière petite question sur le football. Le PSG, c'est vrai que il domine au moins le championnat français. Là, ils enchaînent deux défaites quand même, mais pas des moindres. Alors j'ai lu dans la presse que déjà, apparemment, Unai Emery serait déjà sur un siège éjectable déjà. Après c'est peut-être de l'intox, j'en sais rien. Est-ce que tu penses sincèrement que le PSG a ses chances en Ligue des Champions cette année? Alors déjà, le PSG, ces 2 défaites, ils nous montrent que en fait c'est une équipe qui n'est pas imbattable, pas surhumaine, et ça c'est bien parce que une équipe n'est c'est très rare de voir une équipe invincible et sans faille. Et il y a des failles au PSG. Malgré tout, ces 2 défaites ne doivent pas faire oublier tout le début de saison extraordinaire du Paris Saint-Germain. C'est quand même fou ce qu'ils font, que ce soit en Champions League et en championnat. Et je le dis encore une fois très objectivement, puisque je ne suis pas supporter, je supporte aucune équipe en France. Donc c'est assez impressionnant. Maintenant, en Champions League, va falloir regarder le point. Parce que ils peuvent aller très loin, mais dans la tête, c'est là où ça va se jouer pas mal, parce que on a vu contre le Bayern, c'était aussi dans la tête que ça se jouait. Et pour Unai Emery, oui, j'ai lu aussi qu'il était sur la sellette, et pour le coup, je trouve ça assez injuste avec lui. Maintenant, je suis pas un grand fan de Emery, vraiment. Je pense qu'il leur faudrait un coach comme Ancelotti, par exemple, même si il a été un petit peu sorti comme un malpropre. Et il va falloir passer un cap en termes de coach pour pouvoir prétendre, en tout cas régulièrement, à des performances comme ils ont pu le faire en Ligue des Champions contre le Bayern. Ouais. Bon, à voir, et puis peut-être aussi mettre de côté un peu peut-être certains égos, et puis rééquilibrer un peu l'ensemble. Parce que c'est vrai que c'est pas facile entre Neymar, Mbappé. Je pense que c'est celui qui a peut-être le plus la tête sur les épaules. Il faut redescendre un peu, je pense, tranquillement. Mais bon, ça c'est mon avis. Je pense aussi. Non, c'est important. On l'a vu notamment contre Marseille, quand ils ont dit que c'était un match comme les autres, etc. Non, là par contre là-dessus, je suis 100% d'accord. Il faut pas être arrogant. Il faut garder en tête les objectifs et se concentrer et être professionnel. C'est-à-dire que c'est pas vrai, le match contre Marseille, Paris-Marseille, c'est pas un match comme les autres. En tout cas pour les supporters. Donc toi, en tant que joueur, tu peux pas prétendre que c'est un match comme les autres. Complètement. Donc même si 3 points, c'est 3 points contre Angers ou contre Marseille. Mais non, c'est. On est d'accord. Et vraiment, il faut respecter l'adversaire, il faut respecter le public, et il faut se respecter soi-même. Il faut pas être trop arrogant. Exactement. Ça, c'est une certitude. Et l'esprit d'équipe, c'est très très important. Exactement. J'enchaîne sur ma dernière thématique, et après j'aurai terminé. Je sais que c'est dans ton cœur depuis un petit moment. Bon, bien sûr, j'aborde le jeu vidéo. Moi-même qui joue au jeu, c'est un plaisir d'ailleurs d'en parler avec toi. On parle souvent dans la presse dès qu'il y a des addictions à des jeunes. On parle de tout, drogue, jeux vidéo. Alors qu'il y a aussi l'avènement de l'e-sport, quand même, qui fait du jeu vidéo quasiment une discipline sportive. Est-ce que tu trouves quand même qu'en 2017, bientôt 2018, le jeu vidéo n'est pas forcément encore pris à sa juste valeur, du moins dans la société autre que les gamers?
Je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, c'est encore parfois mal vu de dire un homme de 30 ans, 35 ans, 40 ans, plus même, qui dit à des gens qui ne jouent pas, oui, moi je joue aux jeux vidéo, on va le regarder un petit peu bizarrement. Oui, ça arrive encore, alors que c'est un loisir comme un autre, c'est devenu même un sport. À un moment donné, il faudrait peut-être se dire, même si ça va mieux, à un moment donné, il faudrait se dire, oui, le jeu vidéo, c'est la culture aussi, c'est un loisir, c'est devenu quelque chose qui fait partie de notre quotidien, et ce n'est pas réservé aux enfants, c'est pas ça, faut arrêter avec ça, faut pas croire que le jeu vidéo c'est pour les gamins ou complètement tarés. À un moment donné, faut. Mais en fait, cette mauvaise réputation du jeu vidéo, il la traîne depuis le départ, depuis fin 70, on va dire, immoral, etc. Mais le jeu vidéo, c'est comme pour le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a un public qui est visé en fonction du jeu. C'est-à-dire que GTA, tu ne donnes pas à un enfant, comme Pulp Fiction, tu ne fais pas voir un gamin de 8 ans non plus. Ça change petit à petit, mais ça change. Mais c'est encore parfois un peu trop perçu comme encore un phénomène. Même on parle de phénomène jeu vidéo, phénomène e-sport. À un moment donné, les phénomènes, ça s'épuise, ça s'essouffle. Le jeu vidéo, c'est pas le cas. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais, parce que voilà, on met pas non plus un GTA dans les mains d'un gamin de 6 ans, et pourtant c'est comme mettre un paquet de cigarettes dans les mains d'un gamin, quoi. Après, il faut que ça parte aussi d'une conscience collective, il faut pas faire jouer tout à tout le monde. Et puis le problème, c'est que voilà, en fait, il y a pas vraiment les gens, ils font jouer comme ça, et puis c'est comme ça que ça donne une mauvaise image aussi au final. Oui, tout à fait. Mais c'est comme pour vraiment, moi je fais le parallèle avec le cinéma, parce que pareil, on a des gamins qui regardent tout et n'importe quoi, et j'étais le premier à le faire. Après, je suis pas devenu complètement cinglé, mais je regardais des films d'horreur, j'étais assez jeune. Pareil. Voilà. Mais à un moment donné, si on a peur pour nos enfants, moi j'ai 2 enfants, je suis désolé, mais mes enfants, ils jouent à ce que je leur dis de jouer, à ce que je leur donne. On a des enfants, on assume, et on fait le travail qu'on doit faire en tant que parents, et tout ira bien. Et voilà, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, j'ai 2 enfants aussi, c'est pareil, quoi. On peut pas, je leur mets pas non plus n'importe quoi entre les mains, et puis voilà, quoi, c'est tout, c'est tout. Voilà, des parents responsables. Voilà, exactement. Justement, avant-dernière question, tu joues à quoi du coup en ce moment là? T'es plus sur quoi là? Alors là, je joue beaucoup à Call of, le dernier Call of, je joue beaucoup à PES, je joue que en ligne ou en versus à PES contre mon fils principalement. Je joue beaucoup à PES, Call of, Mario, puisque je suis pas mal en déplacement, je joue beaucoup à la Switch, je joue à Zelda, je joue à Puyo Puyo Tetris et à NBA 2K. Voilà en gros les jeux actuellement, mais dès que j'ai un petit peu de temps pour me poser en France, il faut que je reprenne beaucoup de jeux que j'ai laissés en stand-by, dont Horizon Zero Dawn, que je kiffe et que j'ai pas pu terminer encore. Le problème, c'est que tu sens qu'il y a beaucoup de grosses sorties et puis t'arrives même plus à... C'est fou. Il y a trop de choses, j'arrive plus à jouer à tout. Franchement, il y a Gran Turismo, je l'ai pas encore touché. Alors que je suis vraiment fan. Je te le conseille, j'ai pu le tester, et il est vraiment bien le Gran Turismo, j'ai bien aimé moi. Donc si t'as l'occasion, cool. Ça peut être vraiment sympa. Cool. Dernière petite chose, je sais que t'es entre autres un grand fan de Dragon Ball. Tu suis un peu Dragon Ball Super là, qui passe là actuellement au Japon et sur NT1 d'ailleurs, qui passe en France. Oui, il passe sur. Il passe sur une chaîne du câble et sur NT1 exactement. Alors la chaîne du câble, c'est j'ai oublié. C'est Toonami, je crois. Je suis pas à jour, je dois être à. Oui, Toonami, c'est ça exactement, une chaîne du groupe Turner. Ouais. Je suis pas à jour actuellement sur Dragon Ball Super, je dois être à 20-30 épisodes. Écoute, ça va faire l'objet de prochaine vidéo pour faire un petit peu le bilan. Mais moi j'aime bien Dragon Ball Super. Maintenant, c'est pas Dragon Ball Z, c'est sûr, c'est pas Dragon Ball, mais il y a quand même quelque chose qui me fait kiffer. Voilà. Je sais pas si tu regardes, mais moi je regarde, je suis. Il y a des choses, parfois ça m'a un petit peu hérissé les poils, mais on retrouve quand même, il y a quelque chose qui me fait vibrer, et parfois certains épisodes on se dit bordel, en fait c'est vraiment bien. Donc je suis d'accord. Donc c'est cool. Non, mais franchement je suis satisfait de Super, je suis très très satisfait. Et puis c'est vrai qu'on fait partie d'une génération, moi j'ai connu Dragon Ball Z, et c'est vrai que maintenant cette génération là qui découvre ça,
ils connaissent même limite plus enfin, il y a un épisode par semaine, mais avant, nous, on galérait pour les regarder. Les parents, au des moments, voulaient pas qu'on les regarde. Enfin, c'était tellement complexe. Et maintenant, c'est tellement plus simple de découvrir les choses. Avant, si t'avais loupé l'épisode, bah, c'était mort, quoi. Tu pouvais même pas le revoir, c'était fini. Alors que maintenant, c'est tellement plus simple pour les nouvelles générations. Exactement. Mais alors ça, c'est un constat qu'on peut faire sur beaucoup de choses. C'est que parfois, parce que c'est trop accessible. Alors, Ouais. on peut bondir quand on entend ça, mais quand je dis trop accessible, c'est-à-dire que on est tellement submergé par du contenu, que ce soit de la musique ou des séries, des films, etc. Il y en a tellement qu'on n'arrive plus à apprécier comme on pouvait l'apprécier auparavant. Alors c'est peut-être un discours de vieux con, hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Quand on avait un épisode, comme tu dis, on le regardait et puis si on le loupait, bah, on était dégoûté. Là aujourd'hui, on a accès à tout très facilement. Donc parfois même, il était impensable avant de regarder un truc 10 minutes et puis de le laisser de côté. Et aujourd'hui, on peut faire ça parce qu'on a tellement de choses, on dit bah c'est nul, allez, on passe à autre chose. Avant, on regardait jusqu'à la fin et même on devait le re-regarder même si c'était nul. Donc, non, mais c'est clair. C'est clair. Et puis voilà, on n'avait pas tous ces histoires de binge-watching, ce genre de choses. Les séries télé, avant, mais t'étais là, tu galérais. C'était le dimanche, le samedi, je suis paumé. Sur M6, t'avais les séries, les 3 épisodes. T'es là, attends, il faut attendre la semaine, là, je comprends plus rien. La trilogie du samedi, bien mais sûr. oui. Bah oui, c'était... On était tenus en haleine. Maintenant, c'est vrai que on regarde. Et puis bon, après, le côté positif, c'est qu'on est raccord avec le Japon pour les mangas et les animés, ou avec les États-Unis pour les séries et les films. Ça, c'est plutôt cool qu'il y ait eu cette barrière de casser entre, parce que parfois un film, quand il arrivait en France, on attendait 1 an, 2 ans, même des fois. Complètement. Insensé, quoi. Complètement. Bah, c'est vrai qu'il y a une grosse catégorie de fansubbers, je dirais. Bon, après, voilà, c'est plus ou moins de la piraterie, je dirais, quand même, mais il y a une grosse communauté underground, quand même, qui bosse là-dessus. C'est un truc de fou, quoi. J'ai pu découvrir ça avec les mangas. Ouais. C'est un truc de dingue, hein. Ouais, c'est clair. Bah alors après, moi, le fansub, je suis pour quand les œuvres ne sont pas licenciées en France. On est d'accord. Moi, je travaille avec ADN, avec Anime Digital Network, et qui est une plateforme, qui est le Netflix de l'animation. Et pour le coup, on essaye de donner accès à des animés parfois en H+1, comme par exemple Boruto ou One Punch Man, ou des grosses licences. Des grosses licences. Et gratuitement, c'est-à-dire qu'on a un catalogue qui est payant, mais sans comme ça, on essaie de les fournir gratuitement. Donc les gens qui vont les chercher à pirater, je trouve ça dommage. Alors, c'est des licences qui coûtent très cher et qu'on met facilement à disposition gratuitement. Donc c'est pour ça que je suis pour. Je suis pas contre, en tout cas, parce que moi-même je les décharge, avoir des choses qui quand tu peux l'avoir gratuitement, c'est un peu on a du mal. Voilà. Donc voilà, faut essayer de voir. Maintenant, on a des offres légales qui sont beaucoup plus performantes qu'avant, et pour le coup, parfois 2-3 euros par mois, c'est pas grand-chose, hein. Oui, certaines séries américaines, je suis obligé de télécharger parce que je les trouve pas en France, donc c'est compliqué. Mais c'est pareil. Et dernière question, là actuellement, bon, t'es à Montréal, c'est quoi tes prochains pour 2018, à moins que ce soit peut-être secret, hein, si t'as des projets en cours, peut-être du cinéma ou encore peut-être des séries ou ce genre de choses? Eh ben, écoute, oui, j'ai pas mal de projets. Déjà demain, samedi, là, j'ai une nouvelle émission qui démarre sur Cartoon Network, une émission pour enfants, le Ben 10 Challenge. C'est un jeu avec des enfants qu'on a tourné cet été. Et je suis très content d'avoir fait ça parce que ça faisait longtemps que je voulais faire une émission avec des enfants, pour les enfants. J'avais envie que mes enfants, à moi, très égoïstement, ils puissent regarder une émission en me voyant et qui soient les principaux visés. Voilà, donc là je suis très très content d'avoir fait cette émission, et ça commence à partir de samedi, ça sera tous les samedis. Et pour 2018, j'ai terminé l'écriture d'un court-métrage, et je vais le filmer, le tourner début 2018. Et d'accord. Alors ça sera pas une comédie, ça sera plutôt un truc un peu dur, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et entre juin et juillet 2018, j'espère tourner le second. Je suis en train de terminer l'écriture du deuxième. Je tournerai à Los Angeles. Mais là, le premier, je tournerai en partie dans ma ville, la ville où j'ai grandi, en Seine-Maritime, à Canteleu, et en partie à Paris. Donc voilà. Bon, bah écoute. Ouais. Et pour aussi, il y a des émissions qui arrivent en courant 2018 aussi. Et je reste. J'en dirai plus, je peux pas en dire trop là, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent.
bon, bah en tout cas, c'est super prolifique et puis bah tant mieux. Encore une fois, c'est aussi par l'intermédiaire du public, parce que le public Ouais. est toujours là. Et ça, c'est cool. Enfin, voilà, moi je remercie vraiment les gens parce que ils m'envoient beaucoup de force positive et ça c'est tellement important. Enfin, ça fait plaisir. Hein, Ouais, complètement. de voir Ouais, qu'il j'imagine. y a des gens qui suivent notre travail et qui l'apprécient. Bon, C'est bah, cool. eh ben c'est cool. Mais en tout cas, merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps, c'est super sympa. Avec plaisir. Et puis bah écoute, bonne fête de fin d'année, enfin tout le bien qu'on puisse te souhaiter hein, dans tes projets, etc. Et puis bah à bientôt hein, dans ce cas. Hein. Bah, c'est gentil. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était très cool. Et puis à bientôt. Plein de bonnes choses pour vous et à très vite. Hein. Ça marche, merci. Passe une bonne journée parce qu'il est quoi? Il est 12h30 chez toi. Exactement, 12h30. Bah bonne app. Tout à fait. Merci beaucoup. À plus À tard. bientôt. Salut. I back it up. La puissance, que la